Bonjour à tous, Romain Gillet, je suis radiologue au CHU de Nancy et je vais vous parler de l'item 361 qui concerne les lésions périarticulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l'épaule. Donc on commencera par des généralités, puis la stratégie d'exploration et enfin la sémiologie. Alors, pour ce qui est du genou, les lésions ménisco-ligamentaires sont très fréquentes. Le plus souvent, ce sont des dossiers d'adultes jeunes lors d'un traumatisme sportif, avec en tête de file, surtout pour les dossiers d'internat, les lésions du pivot central avec la rupture du ligament croisé antérieur qui est la plus fréquente. Vous le voyez sur les images d'IRM en bas à gauche, montrées par la grosse flèche pleine blanche. Ces lésions sont rarement isolées et le plus souvent, il faudra donc chercher des lésions méniscales ou des ligaments collatéraux. Vous voyez sur l'image du milieu les deux cornes méniscales qui sont bien triangulaires à la coupe ici dans le plan sagittal et dans le plan coronal les ligaments ici, donc sur l'image de droite, avec le ligament collatéral médial qui apparaît comme une structure en hyposignal linéaire, donc noire et homogène. Le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur est clinique, mais on fera toujours des radiographies, donc de face et de profil, en première intention, lors de traumatisme du genou, à la recherche d'une fracture. Certaines fractures sont évocatrices de lésions ligamentaires, comme la fracture arrachement de la partie latérale du plateau tibial ou fracture de second, presque toujours associée à une rupture du LCA, c'est quasi pathognomonique, ou la fracture arrachement du massif des épines tibiales, qui est un équivalent de rupture du croisé antérieur chez l'adulte jeune. L'IRM est l'examen de référence pour l'exploration de ces lésions ménisco-ligamentaires associées et elle permet de confirmer la rupture du ligament croisé antérieur. On verra aussi mieux les lésions osteochondrales associées, surtout celles qui ne sont pas visibles en radiographie. Vous avez donc ici une rupture du ligament en bas à gauche. On va revenir sur sa sémiologie, mais vous ne voyez plus cette fine bande en hyposignal bien tendue qu'on voyait auparavant. Ici une entorse bénigne du ligament collatéral médial qui est tout épaissi et entouré d'œdème en hypersignal T2. Et sur la coupe en bas à droite, vous voyez une interruption en hypersignal T2, donc liquidien, du ménisque médial. La sémiologie, donc en IRM, devant une suspicion de rupture du ligament croisé antérieur, on va chercher des signes directs de rupture, comme dans beaucoup d'articulations et de ligaments, pardon. Les signes directs de rupture, ça va être une solution de continuité ligamentaire, donc le ligament s'arrête, ou alors un élargissement du ligament en hypersignal T2, comme vous voyez avec les flèches jaunes, et quand c'est vraiment rompu, cette solution de continuité peut être comblée par du liquide en hypersignal T2 très franc. Un épanchement articulaire, comme vous voyez avec la flèche verte, donc du liquide dans l'articulation en hypersignal T2 liquidien, donc très élevé, et des lésions osseuses de passage, donc des contusions osseuses qu'on appelle en miroir, en hyposignal T1, en hypersignal T2, correspondant donc à de l'œdème, de la partie donc antérieure des condyles fémoraux et de la partie postérieure des plateaux tibiaux. Ensuite, donc, pour les lésions méniscales, on va chercher un hypersignal T2 liquidien qui va donc interrompre le signal normal homogène qui est censé être tout noir, donc en hyposignal d'un ménisque normal, comme sur la flèche jaune, et une entorse des ligaments collatéraux, donc soit une solution de continuité comme les images qu'on a vues précédemment pour le ligament croisé, soit un hypersignal T2 œdémateux périligamentaire. On passe maintenant à la cheville, avec le même plan. Donc les entorses du collatéral latéral sont les lésions ligamentaires les plus fréquentes de la cheville. Les entorses du collatéral médial sont plus rares. On verra que c'est surtout les latérales donc pour l'internat. L'entorse est produite par un mouvement forcé en inversion associé à une flexion plantaire.
Les 3 faisceaux du ligament collatéral latéral sont sous tension, mais c'est surtout le faisceau antérieur ou talofibulaire antérieur que vous avez ici représenté avec la flèche verte qui est lésé en premier. Il part donc de la fibula, il va se terminer sur le talus. Le faisceau moyen est lui tendu depuis la fibula jusqu'au calcaneus, et le faisceau postérieur est mal visible en imagerie. Donc celui qui vous intéresse surtout, c'est l'antérieur, car c'est le plus souvent lésé. La nécessité ou non de la réalisation de radiographie se pose après l'interrogatoire et l'examen clinique. Et le vrai but de l'imagerie, ce n'est pas de confirmer le diagnostic, mais de chercher des lésions osseuses modifiant la prise en charge thérapeutique, donc soit de gros arrachements osseux, soit des fractures qui font donc changer de case diagnostique. Les critères d'Ottawa définissent les conditions de réalisation d'un cliché de face et de profil de l'articulation tibio-tarsienne, même s'il ne s'applique pas au sujet de moins de 18 ans. Donc soit si vous avez un âge supérieur à 55 ans, la présence d'un point douloureux exquis sur un repère osseux, donc ils sont listés, soit de l'incapacité à faire 3 pas. À ce moment-là, vous faites une incidence de cheville de face et de profil. La plupart du temps, on fait un cliché également en rotation médiale de 15-20 degrés qui vous permet de mieux dégager l'angle supérolatéral du talus qui est montré par la flèche jaune sur lequel vous aurez souvent des lésions osteochondrales associées à bien regarder. Là, il y en a une désignée par la flèche jaune qui est difficile à voir, mais sachez que c'est cette zone-là qu'il faut analyser de manière précise. Le scanner peut être réalisé en aigu en cas de doute sur une fracture difficile à visualiser en radio. Donc ici, c'est une fracture du tubercule latéral du talus que vous voyez donc avec la flèche verte, mais ça peut aussi être une fracture osteochondrale du dôme talien comme je viens de vous en parler. L'échographie et l'IRM sont des examens de seconde intention. On peut faire l'échographie en aigu en complément de radiographie, surtout lorsqu'on a un doute sur une atteinte de la syndesmose tibiofibulaire distale et ou donc surtout de l'articulation du Chopard, qui est donc l'articulation transverse du tarse. Et vous voyez ici une fracture du rostre calcanéen qu'on voit assez mal en radiographie et qu'on voit bien ici en échographie, ce qui va changer la durée d'immobilisation entre une entorse latérale simple et une entorse du Chopard, et donc la plus grave étant bien sûr l'atteinte de la syndesmose tibiofibulaire distale qui est une des lésions les plus arthrogènes. Sinon, ces échographies, on peut les faire en cas de persistance des douleurs après une immobilisation standard pour une entorse latérale. L'IRM ne présente pas d'intérêt à la phase aiguë, sauf chez les sportifs de haut niveau. Pour la sémiologie, c'est assez simple. Donc en cas d'entorse simple, quand il n'y a que le ligament qui est atteint, les radiographies sont normales ou montrent un épaississement des parties molles en regard du ligament atteint, donc en périmalléolaire latéral la plupart du temps. On peut également avoir des petites avulsions osseuses de l'anthèse ligamentaire. Et surtout, il faut éliminer une fracture, donc c'est ça vraiment le point le plus important des radiographies. On passe maintenant à l'épaule, donc on parlera des luxations, des lésions de la coiffe des rotateurs et de la capsulite rétractile pour finir, en sachant que la grande majorité des dossiers donc concernera les luxations et les lésions de la coiffe des rotateurs. Donc on a 3 types de luxation gléno-humérale, l'antéro-inférieure qui est la plus fréquente, la postérieure et les recta. Dans la luxation antéro-inférieure, la tête humérale se déplace en bas et en dedans de la glène après un traumatisme en abduction-rotation externe, le plus souvent chez un adulte jeune lors de la pratique de sport. La luxation postérieure, que vous avez sur la radiographie entourée en vert, en bas, elle résulte d'une rotation interne forcée, le plus souvent lors d'une crise convulsive ou d'une électrocution. Vous voyez qu'elles n'ont pas du tout le même aspect. La tête très souvent la même hauteur que la glène, mais on ne voit plus l'interligne articulaire. La tête est projetée en arrière de la glène. Les radiographies sont le seul examen à réaliser en aigu avant et après la réduction, avec simplement entre guillemets une incidence de face et un cliché de profil de l'ami. Ça va vous confirmer la luxation, préciser le type, avec donc la localisation de la tête, rechercher une fracture associée, et une fois
que la luxation est réduite, ça vous permet de confirmer qu'elle est réduite, et surtout, ça permet de mieux visualiser certaines fractures ou petits arrachements osseux associés aux luxations qui sont mieux visibles une fois que la luxation est réduite. Le scanner, on le fait en aigu s'il y a un doute sur une fracture associée, ça peut modifier la prise en charge. Et l'arthroscanner, c'est un examen qu'on fait à distance de l'épisode traumatique pour étudier la capsule et les ligaments s'il reste une laxité résiduelle à distance du traumatisme initial. Pour ce qui est de la sémiologie, donc la radiographie montre en cas de luxation antéro-inférieure la perte des rapports normaux entre la tête humérale et la glène. Vous voyez que la glène est vide, la tête humérale se projette sous le processus coracoïde qui est représenté ici par la flèche. Et sur le cliché de face, on a une superposition entre la tête et le rebord inférieur de la glène. On recherchera aussi une encoche de Hill-Sachs, qui est une fracture impaction du tubercule majeur qui va venir cogner contre la glène, donc en venant se luxer, et une fracture du rebord antéro-inférieur de la glène ou lésion de Bankart que vous avez représentée ici, une petite esquille osseuse. Et donc quand vous êtes de profil, vous voyez que les côtes sont en avant, la tête est représentée ici avant la luxation, et on voit ici que la luxation est bien réduite de face et de profil. Ces anomalies sont bien visibles en scanner, donc à la phase aiguë ici un scanner sans injection, vous voyez la lésion de Bankart avec la fracture de la glène, et à la partie postéro-supérieure de la tête humérale, l'impaction qui réalise donc une encoche de Hill-Sachs. Ici un arthroscanner à distance, pour vous illustrer le mécanisme, vous voyez bien que l'encoche se situe en regard de l'impaction de la tête, si on imagine venir se coller devant ici quand elle est luxée, donc l'encoche qui vient ici en regard de la fracture de la glène. On imagine donc bien pourquoi on appelle cela des lésions de passage. On passe maintenant à la coiffe des rotateurs. Donc elle est formée par les tendons des muscles supraépineux que vous avez ici représentés en jaune sur l'IRM, infraépineux, la flèche verte, et sous-scapulaire. Ces tendons peuvent présenter des atteintes inflammatoires ou dégénératives, tendinopathie, ou être rompus. Donc ce sont ces dossiers de rupture de la coiffe des rotateurs. Devant une suspicion clinique de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs, on doit réaliser des radiographies de l'épaule, donc face en rotation neutre, profil de l'ami et donc les rotations internes et externes, donc 3 rotations, neutre, interne, externe, et l'échographie en première intention. Ça élimine un différentiel et ça fait le diagnostic positif. L'arthroscanner et l'IRM sont des examens de seconde intention, en général quand les patients vont être opérés pour préciser la topographie et la sévérité des lésions. Donc l'échographie est faite en première intention, mais l'IRM et l'arthroscanner, c'est souvent en cas de bilan préopératoire. Donc quelques petits repères pour comprendre. Vous allez avoir votre tubercule majeur en jaune ici, sur une rotation neutre, le tubercule mineur qui apparaît ici en orange, la tête humérale, sa surface articulaire qui est représentée en marron, la glène, la coracoïde dont on a déjà parlé qui est ici, l'acromion en violet, puis la clavicule en vert. Il faut donc imaginer l'insertion du supraépineux comme représenté sur ce scanner qui va venir ici sur la grosse tubérosité que vous avez représentée sur un 3D de scanner. Ensuite, en rotation interne, on a notre tubercule majeur qui se médialise, notre tubercule mineur qui est tout à fait médialisé et qui vient presque en regard de la glène, la tête humérale qui change d'aspect, la glène toujours, la coracoïde, l'acromion en violet et la clavicule en vert. Donc à ce moment-là, pour ce qui est des insertions des tendons, vous imaginez donc sur le tubercule majeur, on a l'infraépineux qu'on dégage et le sous-scapulaire qui s'insère donc sur la petite tubérosité. A contrario, en rotation externe, on va tout latéraliser, donc le tubercule majeur qui va venir en arrière et en haut, le tubercule mineur qui vient en dehors et en avant, la surface articulaire de la tête humérale, la glène, la coracoïde, l'acromion en violet, la clavicule en vert.
Et donc il faut bien les imaginer ici, avec le sous-scapulaire qui va venir s'insérer à cet endroit-là, l'infraépineux, donc plus haut sur le tubercule majeur, et entre ces deux tubérosités chemine le tendon du long biceps que vous avez représenté en vert. Voilà pour les repères anatomiques de face. Maintenant de profil. Donc vous avez les côtes en avant, c'est un repère important, et vous voyez à nouveau donc la coracoïde qui est représentée ici donc sur la radiographie et sur cette vue anatomique, l'épine de la scapula que vous voyez, ici que vous voyez pareil sur la radiographie et la pièce anatomique, et l'acromion. Donc voilà pour les rapports avec la clavicule en avant. Ce sera important pour les luxations et pour localiser les calcifications. Donc cette radiographie, elle recherche des calcifications tendineuses, témoins d'une pathologie microcristalline, le plus souvent à apatite. Donc vous voyez ici une rotation neutre, vous voyez vos deux tubérosités, donc ici, on ne voit pas grand-chose. Une rotation interne, où le tubercule mineur est médialisé, on ne voit pas grand-chose non plus. Une rotation externe, où les tubérosités sont latéralisées, on dégage bien le supraépineux à cet endroit-là, et donc on confirme sur le profil que la calcification est dans le supraépineux. Elle recherche également une ascension de la tête humérale associée à une diminution de la hauteur de l'espace sous-acromial qui témoigne d'une rupture étendue des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc ça se fait sur une incidence de face, mais au mieux couchée, avec un Rayak, une incidence de Rayak qui va sensibiliser l'ascension de la tête. Et vous voyez ici, quand on réalise l'arthrographie, que le produit de contraste passe ici, donc il n'y a plus de tendons, et c'est pour ça que la tête s'ascensionne, les tendons ne la retiennent plus. Et enfin, le retentissement avec des signes d'homarthrose secondaire, dont vous savez qu'elle diffère de l'homarthrose primitive ou centrée ou à coiffe continente. Donc là, vous avez une ascension de la tête avec ce qu'on appelle une acétabilisation de l'acromion, donc tout à fait différente de tout à l'heure, avec presque une néo-articulation entre la tête humérale et l'acromion, et une arthrose qui prédomine en supéro externe, alors que dans l'homarthrose primitive, la tête humérale n'est pas ascensionnée, l'atteinte prédomine en inférieur avec de gros ostéophytes en bâton de cloche et se généralise secondairement à l'interligne entier. L'échographie est un examen très performant pour le diagnostic des ruptures, donc une plage en tout à fait hypoéchogène, d'aspect liquidien, on regarde l'insertion d'un tendon. De tendinopathie calcifiante, vous verrez vos calcifications en échographie. Et de bursite sous-acromiale, ce sont des choses que vous voyez très bien en échographie. En IRM, la tendinopathie est définie par un tendon épaissi en hypersignal T2 non liquidien. En revanche, une rupture tendineuse, c'est une solution de continuité du tendon et les fibres rompues sont remplacées par du liquide articulaire, donc en hypersignal T2 plus intense qu'une tendinopathie. Le signal est équivalent à celui du liquide articulaire. L'arthroscanner, il nécessite l'injection de produits de contraste intra-articulaire et de manière assez simple, la rupture tendineuse est définie par le passage du produit de contraste en dehors de l'articulation, donc dans la bourse sous-acromiale, qui est normalement isolée par un tendon continu, mais quand il est rompu, il n'y a plus de barrière et donc le produit passe dans la bourse. C'est l'examen actuellement de référence dans le bilan préchirurgical. Ici, vous voyez une rupture. Il reste un petit peu de tendon ici, un petit peu de tendon ici, et un gap entre les deux. À droite, il n'y a plus du tout de tendon, il est rétracté, donc c'est une rupture complète. La capsulite rétractile, c'est un diagnostic qui est essentiellement clinique par une limitation de toutes les amplitudes articulaires actives et passives. La principale cause de consultation, c'est une douleur marquée la nuit, insomniante, donc inflammatoire, la première phase. On regarde du moignon deltoïdien et cette phase de douleur est quasi constante, mais l'épaule reste mobile. C'est surtout le type de douleur qui doit alarmer et la normalité du bilan radiographique. Lors de la deuxième phase, la raideur apparaît et donc l'épaule se gèle progressivement. C'est pour là qu'on parle d'épaule gelée.
Donc on analyse toutes les mobilités et vous avez un enraidissement qui peut durer quelques semaines et laisse place à une longue période de stabilité. Pendant que la raideur est constante, la douleur disparaît et finalement le tout tend à revenir à la normale en 2-3 ans, la plupart du temps de manière complète. Dans le cas d'une capsulite, l'imagerie ne sert pas à faire le diagnostic, mais à exclure les autres causes de limitation des mobilités de l'épaule. La radiographie est le plus souvent normale, mais elle permet surtout d'exclure une arthrose gléno-humérale, la plupart du temps donc centrée, ou une ascension de la tête en cas de rupture de coiffe associée. L'IRM est l'examen le plus performant en cas de doute, donc en seconde intention. Lorsque les signes cliniques sont très marqués, on aura des signes inflammatoires qui concernent surtout l'intervalle des rotateurs et le récessus axillaire. Vous voyez ici un important hypersignal du récessus axillaire avec les petites flèches vertes. Donc pour résumer, une lésion périarticulaire et ligamentaire du genou sera explorée par une radiographie standard à la recherche de fractures en première intention, puis par une IRM devant une suspicion clinique de lésion ménisco-ligamentaire. Un consensus, donc la conférence d'Ottawa, a établi les indications de réalisation de la radiographie devant une entorse de cheville. Et l'objectif de l'imagerie n'est pas de faire le diagnostic d'entorse, mais de chercher des lésions osseuses associées ou en différentiel. Une luxation gléno-humérale s'explore par une radiographie standard à réaliser avant et après réduction. Le scanner, on le fait en urgence en cas de doute sur une fracture associée, surtout de la glène. À distance, on peut faire un arthroscanner pour le bilan capsulo-ligamentaire préchirurgical. Et devant une lésion de la coiffe des rotateurs, en première intention, on réalise le couple radio-échographie.